m'entendez ou là, hein? Ça veut dire, non, vous ne m'entendez pas. Le micro, ça ne fonctionne pas. D'accord. Donc, je vais essayer, il ne fonctionne pas, c'est ça le délégué. D'accord, donc je vais essayer un peu d'élever le temps. Alors, donc c'est votre premier cours en oncologie médicale, c'est ça? Donc, c'est la première fois c'est-à-dire le ministère de l'Enseignement intègre donc l'oncologie médicale dans le cursus de l'étudiant externe. D'accord? Et vous allez avoir un module commun, onco-hémato. D'accord? Donc, c'est quoi l'oncologie médicale pour vous? Est-ce que quelqu'un... C'est l'étude des cancers, exactement. L'oncologie médicale, c'est la cancérologie. Donc, c'est la science qui s'intéresse à l'étude des maladies cancéreuses. Donc, vous allez avoir dans ce module onco-hémato quelques cours, donc quelques notions de l'oncologie médicale. Onco, ça vient d'un mot grec, c'est onkos, qui veut dire tumeur. D'accord? Donc, logie, c'est étude. Donc, étude des tumeurs. D'accord? Et en fait, c'est une spécialité qui s'intéresse aux maladies cancéreuses. Donc, on va entamer aujourd'hui le premier cours d'oncologie médicale. Ça va porter sur la prévention et dépistage des cancers. Donc, quand on dit prévention, ça veut dire quoi? Donc, est-ce que quelqu'un peut me répondre aux notions de... Ça veut dire quoi pour vous, prévention? Il a dit éviter les facteurs de risque. Pardon? Oui? C'est des gestes, oui? Quelqu'un a une autre définition. Prévention. Ça vient de quel verbe? De prévenir. Donc, on doit prévenir quelque chose. Donc, elle a parlé des gestes. Donc, il faut faire des mesures, c'est-à-dire des actes ou mesures pour prévenir la chose. D'accord? Donc, on peut, par exemple, si je prends l'exemple d'un accident de la circulation, comment peut-on prévenir les accidents de circulation? Alors, la ceinture, est-ce qu'elle va éviter l'accident? Non. Alors, nous, on veut éviter l'accident. D'accord? Vitesse. Donc, la vitesse, c'est le premier facteur qui risque d'entraîner un accident de la circulation. N'est-ce pas? Alors, pour éviter donc un accident de la circulation, on va éviter le facteur qui peut le déclencher, c'est la vitesse. Comment? On va essayer de faire donc des panneaux de limitation de vitesse. Aussi, le total. Aussi, téléphone. Donc, tout ça, c'est des gestes, c'est des mesures qui permettent de prévenir et d'éviter l'accident de circulation avant qu'il n'arrive. D'accord? Donc, on a agi en amont. On veut empêcher la survenue de l'accident. On a essayé donc de soustraire le facteur de la vitesse pour éviter l'accident. D'accord? Donc là, c'est une prévention qui est dite primaire. On a agi en amont de la survenue de l'accident. Donc, si on veut extrapoler cet exemple à notre pathologie, le cancer. Donc, comment peut-on prévenir l'apparition de la maladie cancéreuse? En essayant, comment peut-on prévenir l'apparition de la maladie avant même l'origine? C'est-à-dire en amont, on agit en amont. On va essayer, voilà, de soustraire le risque, les facteurs de risque qui peuvent entraîner le cancer. D'accord? Donc, les facteurs de risque qui marquent l'accident, l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, c'est la vitesse. Ici, pour le cancer, on peut avoir par exemple le tabac. N'est-ce pas? Donc, voilà, l'alcool. Donc, si on va soustraire donc, le tabac, d'accord, on va essayer de soustraire un facteur qui risque d'entraîner par exemple le cancer du poumon. Là, on a agi en amont. C'est-à-dire, dans la maladie, le cancer, on a essayé de soustraire le facteur de risque qui est le tabac. Là, on parle de prévention primaire. D'accord? Donc, on va commencer. Après, on va voir ce que c'est le dépistage. On va revenir à la ceinture de sécurité de tout à l'heure. Alors, ça, c'est le plan du cours. Donc, on va faire une petite définition. Vous l'avez tout de suite défini, c'est quoi la prévention? Le but de la prévention, donc, c'est d'éviter l'apparition de la maladie en elle-même. Donc, on va voir ce que c'est la prévention primaire, secondaire et tout. Donc, c'est un ensemble de mesures, comme on l'a dit, qui permettent de prévenir l'apparition d'une tumeur. D'accord? Voilà. Alors, l'OMS, donc, tout est régi par l'Organisation mondiale de la santé. Elle essaie de définir 3 niveaux de prévention. Comme on a dit, la prévention primaire, donc on va agir sur la cause,
c'est-à-dire le facteur de risque qui va entraîner la maladie avant que cette dernière n'apparaisse. Ça, c'est une prévention primaire. D'accord? La prévention secondaire, c'est le dépistage. Par exemple, on revient à notre exemple. Donc, votre camarade, il a dit que la ceinture de sécurité, donc là, elle va éviter les formes graves. Donc, elle ne va pas empêcher la survenue de l'accident de circulation, mais par contre, elle va éviter les dégâts, les formes graves des accidents de circulation. D'accord? Donc, si on essaye d'extrapoler cet exemple, donc comment on évite les formes graves? Voilà, donc dans la maladie cancéreuse, c'est en essayant donc de dépister les formes précoces de la maladie. Comme ça, il sera traité et ça sera donc mieux géré. D'accord? Donc là, c'est-à-dire, on ne va pas éviter l'apparition du cancer, mais plutôt des formes graves. Là, on parle d'une prévention qui est secondaire. D'accord? Primaire, c'est-à-dire en amont. On a empêché la survenue de la pathologie. Mais secondaire, qui est le dépistage, on va essayer de limiter les formes graves et de dépister, d'accord, les formes précoces. D'accord? Après, on verra la prévention secondaire, tertiaire. Alors, quel est l'intérêt de prévenir donc l'apparition du cancer, bien on m'a dit? De un, c'est de pouvoir réduire le nombre donc, des cancers, c'est-à-dire si on va éviter tout ce qui peut causer un cancer, donc on va limiter l'apparition des cancers. D'accord? Deuxièmement, on va réduire, donc si on va dépister les stades précoces, on va réduire la mortalité, d'accord? Et on va améliorer le pronostic de ces cancers. On va par conséquent augmenter la guérison. Alors, prévention, donc primaire, comme on l'a défini tout à l'heure, donc c'est un ensemble des actes qui visent à réduire ou à diminuer donc l'apparition de nouveaux cas de cette maladie en essayant d'agir en amont sur les facteurs de risque. C'est clair? Très bien. Alors, concernant la pathologie, donc, on peut... Non. D'accord. Donc, concernant donc, la prévention primaire en ce qui concerne sur le module de la maladie cancéreuse, donc elle consiste à soustraire à l'individu les facteurs qui risquent d'entraîner le cancer. Ces facteurs, donc vous allez avoir un cours très détaillé avec professeur Ben Brahim concernant les facteurs de risque. Donc, on ne va pas s'étaler là-dessus, mais on va dire en gros, donc il y a certains facteurs de risque, notamment donc les substances chimiques qui peuvent entraîner donc la maladie cancéreuse. Il y a aussi les radiations ionisantes. Il y a aussi certains virus, notamment le cancer du col et l'HPV, donc qui peut entraîner le cancer du col. On va essayer de soustraire donc ces facteurs, et ça se définit par une prévention primaire. Très bien. Alors, il y a aussi donc l'exposition à ces facteurs de risque. Donc, ça peut être une exposition professionnelle. Donc, c'est-à-dire, dans un milieu de travail, on peut avoir, par exemple, les gens peuvent fumer. Afin donc d'empêcher l'exposition de ces individus, ou bien des salariés donc, à la fumée, on va essayer d'interdire donc, le fait de fumer sur les lieux de travail. N'est-ce pas? Ça, c'est une mesure de prévention primaire. C'est clair? Voilà. Donc, l'idéal serait donc qu'elle soit fixée par les lois, interdiction de fumer dans les lieux publics, dans les lieux de travail, etc. Alors là aussi, on va passer par rapport aux facteurs de risque. Vous allez les revoir dans le cours de facteurs de risque. Alors, il y a parfois, donc ça c'était une exposition professionnelle, donc le tabac et certains, par exemple, produits comme le caoutchouc et tout qui peut causer un cancer. On peut avoir aussi une exposition médicale, c'est-à-dire certains médicaments peuvent eux-mêmes entraîner donc des pathologies cancéreuses. Je prends l'exemple de la radiothérapie, on peut avoir au long cours un second cancer, ainsi de suite. D'accord? On peut avoir aussi une exposition d'ordre général, donc soit environnementale, notamment donc les déchets donc, de l'automobile industrielle ou bien individuelle ou bien même alimentaire, c'est-à-dire les habitudes alimentaires de l'individu. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la consommation d'alcool, du tabac, donc les pratiques sexuelles via les MST, l'alimentation riche en graisses saturées et l'obésité. Tout ça, vous allez avoir un cours détaillé sur ces facteurs de risque. Nous, dans notre cours, l'objectif, c'est de prévenir l'apparition de la maladie cancéreuse en essayant de soustraire tous ces facteurs de risque. C'est ce qu'on appelle la prévention primaire. J'espère que c'est clair.
Très bien. Alors, maintenant, la prévention secondaire, pardon? MST, c'est les maladies sexuellement transmissibles. D'accord? Donc, afin de les éviter, c'est-à-dire ça, c'est un facteur de risque. Par exemple, des cancers du corps, c'est un facteur comportemental. D'accord? Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Vous allez voir les facteurs de risque en détail dans le prochain cours. Alors, c'est quoi le dépistage? Pour vous, c'est quoi le dépistage? C'est la découverte de la maladie. Comment? Étude de la population. Très bien. Comment cette étude doit se faire? Par un test. Donc, on va utiliser un moyen, d'accord, pour découvrir une pathologie cancéreuse. Le but, c'est-à-dire la diagnostiquer à un stade précoce. Vous avez parlé d'une population, d'accord? Donc, si je prends, par exemple, toute cette salle, d'accord, tout le monde, je vais, c'est-à-dire faire passer à toute la salle ici un test, ou bien, par exemple, une échographie abdominale, d'accord? Là, pour découvrir, par exemple, une pathologie, une malformation, par exemple, urinaire, d'accord? Donc, j'ai fait passer à tout le monde, sans exception. Je ne sais pas, vous êtes tous, a priori, en bonne santé, d'accord? Je n'ai pas su, par exemple, Hadi, elle peut avoir la malformation, Hadi, non. Donc, j'ai pris un dépistage en masse, d'accord? Sans aucun critère de sélection, d'accord? Et j'ai utilisé comme test de dépistage une écho, d'accord? Donc, ce n'est pas un test, je n'ai pas utilisé, par exemple, une opération chirurgicale, c'est-à-dire un test qui peut vous faire encourir un risque en plus, d'accord? D'accord. Si, par exemple, je décide de prendre uniquement dans la salle, c'est-à-dire les personnes qui portent des lunettes, d'accord? Donc, là, j'ai fait une sélection, j'ai ciblé une population. Donc, vous êtes tous en bonne santé, je ne sais pas qui a, par exemple, la malformation et qui ne l'a pas, mais j'ai ciblé la population, d'accord? C'est une population qui est ciblée, d'accord? Le but, c'est de faire découvrir une pathologie qui n'est pas cliniquement, c'est-à-dire évidente, donc elle est asymptomatique, à des personnes qui ne demandent rien, d'accord? Et ils sont en apparence en bonne santé. C'est ça, en gros, le dépistage, d'accord? On va voir, c'est clair? Très bien. Alors, la notion de dépistage, donc, il consiste à identifier de manière présomptive. Donc, je ne sais pas qui est donc, porteur de la pathologie, qui ne l'est pas. D'accord? Mais j'ai ciblé une population qui est susceptible de me faire une telle pathologie. D'accord? À l'aide d'un test, donc comme vous l'avez dit, d'un examen ou d'autres techniques qui sont d'application rapide. Je ne vais pas faire, comme tout à l'heure, une intervention chirurgicale juste pour voir qui risque d'encourir un danger pour l'individu et qui est coûteux. Alors, donc comme on a dit, la notion de dépistage en masse, c'est exactement l'exemple que je viens de donner. Je prends donc toute cette population, toute la salle, et je vais leur faire passer un test de dépistage. Je vais, par exemple, si je prends uniquement les filles de cette salle, j'ai ciblé une population. D'accord? Voilà. Maintenant, j'ai pris l'exemple de les malformations, par exemple, congénitales. Si je prends l'exemple, par exemple, du cancer du sein, là, c'est une affection qui est ciblée. Je ne vais pas dépister, par exemple, une affection qui est très rare. Donc, je reviens à mon exemple, les malformations rénales, par exemple. Je ne vais pas faire commencer à faire, c'est-à-dire le test à tout le monde pour dépister une affection de 1 qui est rare, de 2, il faut que le traitement soit évident, et de 3, il faut le fait que lorsque je la dépiste à un stade précoce, il faut avoir un traitement. Et il faut donc changer le pronostic de la maladie. Si je la dépiste à un stade précoce et que le pronostic ne va pas changer, c'est-à-dire même contre l'état à un stade tardif, ça ne va pas changer. Ça ne sert à rien donc de dépister une affection, donc un exemple de cette affection. D'accord? Donc il faut que l'affection cible soit donc déjà fréquente et il faut qu'il existe des moyens déjà de la dépister. D'accord? Comme pareil, voilà, si je prends par exemple, en 2020, on n'allait pas faire le test à tout le monde de PCR alors qu'il n'y avait pas la PCR. D'accord? Par exemple, dans le dépistage des Covid. Et il faut qu'il y ait un traitement efficace. D'accord? Voilà. Il faut aussi connaître l'infection, c'est-à-dire savoir comment elle se développe pour pouvoir diagnostiquer un stade préclinique.
l'histoire naturelle de la maladie en question, il faut qu'elle soit dépistée, il faut qu'elle soit connue. D'accord? Ça, c'est les critères de l'OMS. En fait, tout à l'heure, vous allez avoir à la fin un polycopier, d'accord, détaillé, où il y a tous ces critères et tous ces détails. Alors, comme on a dit, il faut qu'il y ait un test. Je reviens sur le test. Ce test que je vais utiliser, donc il faut qu'il soit, c'est-à-dire je ne vais pas utiliser une PCR pour diagnostiquer un cancer du sein. Ça ne va rien m'apporter. D'accord? Il faut, par exemple, je ne vais pas faire passer à tout le monde un scanner pour dépister un cancer du sein. D'accord? L'examen, c'est-à-dire qu'il faut que le test il soit sensible et spécifique. Ça veut dire quoi? Sensible. Un test qui est sensible, qui a une bonne sensibilité. Voilà, positif. Donc, il faut qu'il y ait, donc il y a une proportion très importante qui soit positive lorsque la patiente a cette maladie. Donc, on dit qu'il est spécifique à 100%, par exemple, à 80%. Et sensible, c'est-à-dire, même si les sujets qui sont sains, il peut être positif. C'est-à-dire, même si la maladie n'apparaît pas sur la patiente, il est spécifique. D'accord? Donc, un bon test, il faut qu'il soit de bonne spécificité et une bonne sensibilité. Sensible, c'est-à-dire, dès qu'on le touche, il est là. D'accord? Par exemple, c'est entre guillemets, c'est pour vulgariser la définition. Voilà. Maintenant, ces tests pour que je dépiste la maladie en question, il y en a plusieurs. D'accord? Par exemple, ça peut être un examen clinique. Si on prend par exemple le cancer de la prostate chez les sujets de plus de 80 ans. Donc, le toucher rectal, exactement. Là, c'est un test de dépistage et je l'ai utilisé à une seule personne. D'accord? Ce n'est pas à tout le monde, ce n'est pas tous les patients qui vont venir à ma consultation où je vais dépister chez eux un cancer de la prostate. Donc, c'est un dépistage individuel. D'accord? Donc, j'ai visé une seule personne et j'ai fait un examen clinique qui est le toucher rectal. D'accord? Un deuxième test, par exemple, de dépistage, un examen biologique, ou bien la recherche de mutations. Actuellement, donc, c'est-à-dire les études et l'oncologie, elle est en développement, on peut même mettre en évidence des cellules tumorales circulantes par un simple examen biologique. Ou bien la mutation, donc BRCA1, BRCA2 peut être aussi mise en évidence par un simple prélèvement biologique. D'accord? La mutation heavy, ça veut dire que la patiente, je vais dépister, si je prends la population cible, comme j'ai dit tout à l'heure, uniquement les filles de cette salle, je vais leur faire passer un examen par un test qui est la recherche de la mutation BRCA et BRCA2. C'est un gène, lorsqu'il est muté, il est susceptible d'engendrer un cancer du sang et ou de l'ovaire. D'accord? Voilà. Un autre moyen de dépistage, c'est l'imagerie. D'accord? Donc l'imagerie, par exemple, dans le cancer du sein, on va prendre quoi? La mammographie. Très bien. Donc c'est un moyen de dépistage, un test de dépistage pour dépister les cancers du sein à un stade précoce. Voilà. Donc là, vous avez vu que tout ce que j'ai cité n'est pas invasif en fait pour le patient. D'accord? Il faut que le test choisi, et pour qu'il soit validé comme test de dépistage, il ne faut pas qu'il soit invasif, c'est-à-dire un danger pour le patient. D'accord? Voilà. Alors, il faut qu'il soit facilement aussi accepté. D'accord? Par la population générale. Parce que là, je ne m'adresse pas à une seule personne, mais plutôt à un dépistage de masse. D'accord? Voilà. Il faut que le test soit réalisé. Donc, on peut répéter ce test. D'accord? Et il faut aussi, par exemple, si on prend une mammographie, je ne vais pas faire une mammographie, par exemple, et la faire interpréter chez par exemple, un médecin, un gastroentérologue, c'est-à-dire un autre domaine non expérimenté. D'accord? Donc, il faut que le test soit interprété par des médecins expérimentés. D'accord? Voilà. Donc, il faut que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'affection soit diagnostiquée, c'est-à-dire l'intérêt, c'est de la diagnostiquer d'une manière précoce afin justement de la traiter. D'accord? Voilà. Très bien, bien sûr, je ne vais pas demander un test de dépistage qui n'existe pas, qui n'est pas disponible dans notre pays. Je ne vais pas faire à tout le monde donc la recherche d'une mutation par prélèvement sanguin. C'est un matériel qui n'existe pas chez nous et donc ça va être rejeté par le programme, requis. Le protocole de programme de dépistage, tout ce qu'on vient de voir là,
c'est les recommandations de l'OMS, les critères, les 10 critères de l'OMS, d'accord, pour que, c'est-à-dire un programme de dépistage soit établi. D'accord? Voilà. Là, c'est des exemples, c'est tout, concernant le test de dépistage versus le test de diagnostic. C'est pas la même chose. Il faut que le test de dépistage, donc, soit, on peut le pratiquer chez un groupe de population et non pas uniquement individuel. Il faut qu'il soit, par exemple, moins coûteux. Je ne vais pas faire à tout le monde des tests donc onéreux. Et voilà. Et c'est un test qui ne permet pas, c'est-à-dire d'envisager un traitement. Il me dit juste que la maladie, elle est là. D'accord? Et d'autres explorations peuvent être, c'est-à-dire il peut être ultérieurement complété par les investigations à visée diagnostique par d'autres bilans. C'est clair? C'est clair jusque-là? Est-ce que vous avez une question sur le dépistage? Non. Alors, on va voir quelques exemples. Donc, si je prends le cancer du sein, est-ce qu'on peut, c'est-à-dire le dépistage du cancer du sein, c'est le mois passé. D'accord? Est-ce que vous avez assisté à quelques journées de sensibilisation? Oui. Oui, très bien. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez retenu? L'autopalpation. Donc, déjà, comme moyen de dépistage, ils ont parlé donc de l'examen clinique fait par la patiente en elle-même. C'est-à-dire, ils ont essayé d'apprendre aux patients comment faire une autopalpation. Voilà. Très bien. Et après, qu'est-ce que vous avez aussi retenu? L'hygiène de vie. Donc là, on parle d'une prévention qui est dite primaire, parce que là, j'ai agi avant l'apparition. Le dépistage, c'est que je dois dépister la pathologie à un stade précoce, infraclinique. D'accord? Ça ne va pas empêcher l'apparition de la maladie, mais je vais faire détecter la pathologie si ce groupe de patients. D'accord? Enfin, elles ne sont pas des patients, c'est du groupe de femmes. D'accord? Et est-ce que, c'est-à-dire, la population, c'est toute la population qui est concernée? Les femmes, âgées de? Les jeunes, les âgés, 45 ans. Très bien. Donc, je ne vais pas prendre dans le dépistage de masse, donc j'ai ciblé une population entre 40 et plus. Entre 40 ans et plus. L'examen, donc, dans le cancer du sein, c'est-à-dire mammographie, c'est l'examen le plus performant pour dépister le cancer du sein à un stade précoce. L'autopalpation, certes, elle est là, mais on ne peut pas se fier, c'est-à-dire à 100% qu'elle est positive ou... On ne peut pas, c'est-à-dire uniquement se contenter de l'autopalpation sans compléter par la mammo le dépistage. D'accord? Et ça, c'est un programme national. Donc, oui, ça, c'est tout, ça fait partie de l'examen clinique. Donc, c'est un test de dépistage. D'accord? Le deuxième moyen, c'est la mammographie bilatérale qui va me permettre, donc là, comme je disais, c'est un programme, d'accord, national. Les 10 critères sont là, qu'on a vu tout à l'heure. L'histoire naturelle de la maladie dans le cancer du sein, elle est connue. D'accord? Si on diagnostique cette maladie à un stade précoce, elle a une meilleure survie, oui, ça c'est validé. Est-ce qu'il y a un test de dépistage donc, qui est moins invasif et fiable? Oui, qui est la mammographie. Le test le plus fiable, donc la meilleure méthode, c'est la mammographie. D'accord? Est-ce qu'il existe des traitements pour traiter ce cancer du sein? Oui, très bien. Donc, elle remplit tous les critères OMS c'est pour ça que ça a été adopté dans le programme national de dépistage. D'accord? Voilà. Alors, donc comme on l'a dit, donc les tests de dépistage du cancer du sein, c'est l'autopalpation et la mammographie. Donc, ça s'intéresse aux patientes de 40 ans et plus. À quel rythme? Chaque 2 ans. D'accord? Je ne vais pas les faire tous les 6 mois pour une mammo. Donc, le rythme, il faut qu'il soit bien défini dans le programme. Dans le cancer du sein, chez chaque 2 ans. Alors, deuxième exemple, c'est le cancer du col utérin. Le cancer du col utérin, comme on a dit tout à l'heure, il y a un facteur de risque qui est par exemple viral, HPV et tout. Donc, la prévention primaire, c'est on va essayer donc de soustraire carrément ce facteur de risque. Et secondaire, on va essayer de dépister la maladie précocement. D'accord, je pense que c'est clair. Alors, comment on fait pour dépister? Quel est le meilleur test de dépistage? C'est le frottis, exactement. Et donc, quand est-ce qu'on commence à faire les frottis? Après 1 an de l'activité sexuelle, exactement. Et après, s'il est négatif, on va le refaire après 1 an, voilà. Si on a 2 prélèvements qui sont négatifs, on peut espacer
le dépistage, donc à tous les 3 ans, à partir de 35 ans. Puis, tous les 5 ans, à partir de 60 ans. Si il est positif, je vais compléter. Donc là, c'est un test de dépistage. Comme on a dit, ce n'est pas un test donc, qui va me poser le diagnostic. C'est-à-dire me dire que probablement, il y a la maladie, elle est là. D'accord? Donc, je dois compléter par les autres examens pour affiner le diagnostic et confirmer le diagnostic qui est ANAPAT en oncologie médicale, c'est surtout la main. Voilà. Alors, si on prend le 3e exemple, le cancer du côlon. Alors, quel est le test de dépistage dans le cancer du côlon? La coloscopie, vous avez dit la coloscopie. Alors, comme on revient tout à l'heure, donc à cet amphi, on a dit que le dépistage, donc la notion de dépistage de masse. J'ai décidé de prendre une population qui est générale, sans savoir qui est à risque ou ne pas, c'est-à-dire ce sujet. Je ne sais pas si vous êtes à risque de faire un cancer, par exemple, bien sûr, du côlon, ou bien une autre qui n'est pas à risque. D'accord? Donc, on a pris une population générale. On a ciblé l'âge entre 50 et 74 ans. On a dit qu'on ne va pas faire un examen gênant pour une population générale. On ne va pas faire à tout le monde une coloscopie. D'autant que, c'est-à-dire que c'est une population générale. D'accord? Donc, les tests de dépistage pour la population générale qui existe, on a dans le cancer du côlon, c'est la recherche du sang dans les selles. C'est quoi le test de dépistage dans le cancer du côlon? Vous allez lire, d'accord? Donc, je vous demande de vous concentrer avec nous. D'accord? Très bien. Donc, le test de dépistage dans le cancer du côlon, comme on a dit, le cancer du côlon, il entraîne généralement un saignement de rectoragie ou saignement d'origine implicite dans les selles. Donc, nous, on va essayer de dépister si tel ou tel a cette pathologie. On va rechercher le saignement dans les selles. Il existe 2 tests. On a le test hémoculte, c'est une bandelette, d'accord? On laisse la lecture, elle se fait donc selon certaines conditions. Il faut un régime alimentaire spécifique, parce que le fait de manger, par exemple, l'hémoglobine animale et tout, ça peut apparaître dans les selles. Donc, on peut avoir des faux positifs. D'accord? Il y a un autre test actuellement qui est plus validé, c'est le test immunologique. Là, il est plus spécifique et plus sensible. Comme on a dit tout à l'heure, le test du dépistage, il faut qu'il soit sensible et spécifique. Donc, ils ont fait des recherches, ils ont développé un autre test. Il va rechercher les anticorps spécifiques à l'hémoglobine humaine dans les selles. D'accord? Donc là, il n'y a pas un régime strict et la spécificité et la sensibilité sera meilleure. D'accord? J'ai dit qu'on a pris une population générale. Le risque de cette population, c'est un risque moyen parce que la pathologie, elle est fréquente. D'accord? Voilà. Maintenant, si j'affine ce dépistage à certains groupes de patients, c'est des patients à une population à risque, pas des patients. D'accord? C'est des gens en apparence sains. Voilà. Par contre, ils ont des antécédents familiaux. Des antécédents familiaux, notamment un cas au 1er degré, c'est-à-dire avant l'âge de 60 ans. Il a par exemple un frère qui a fait un cancer du côlon à l'âge de 30 ans. Ou bien plusieurs cas au 1er degré, quel que soit l'âge. Là, le test de dépistage, l'hémoculte, il va être un peu insuffisant. D'accord? Là, on va faire passer une coloscopie. D'accord? Pour rechercher justement. Alors, on va essayer de dépister un cancer colorectal. D'accord? Voilà. Donc, on demandera de faire un autre test de dépistage qui est la coloscopie. Le test que vous avez cité tout à l'heure. Donc, il est réservé, c'est vrai que c'est un test de dépistage dans le cancer du côlon, mais il est réservé à la population à haut risque. D'accord? Une population générale, on fera un test d'hémoculte, juste une bandelette dans les selles, il va la lire. Si elle est positive, je dois compléter par coloscopie. Et là, ça fait partie d'un examen diagnostique. D'accord? Par contre, si j'ai un sujet à risque de me faire, c'est-à-dire à risque élevé, de me faire un cancer du côlon, notamment les antécédents familiaux, je vais demander la coloscopie comme moyen de dépistage. D'accord? Alors, maladie de Crohn, la même chose, je vais demander une coloscopie tous les 2 à 3 ans, parce que c'est un patient à risque élevé de me faire un cancer du côlon. À risque très élevé, nous avons le syndrome de Lynch, c'est-à-dire polypose par exemple, c'est-à-dire le syndrome de Lynch. Vous avez fait, je pense, gastro, non? Vous en parlez du syndrome de Lynch.
Très bien, là, on va demander donc une coloscopie tous les 2 ans, à partir de 20 à 25 ans, ou 5 ans avant l'âge du diagnostic le plus précoce dans la famille. D'accord? Donc, si l'âge, il était de 35 ans, 5 ans avant, c'est 30 ans. D'accord? On commence là, le dépistage par la coloscopie. D'accord? Voilà. Concernant le cancer de la prostate, un autre exemple, on l'a dit tout à l'heure, donc c'est le toucher rectal complété par un autre test de dépistage qui est l'examen biologique. Voilà. Et les autres cancers, il n'y a pas de dépistage validé pour ces types de cancers. D'accord? Voilà. Il n'y a pas de dépistage. D'accord? Il peut y avoir un dépistage, c'est-à-dire individuel. D'accord? Voilà. Mais il n'y a pas de dépistage. C'est-à-dire de masse, c'est un programme de dépistage national pour le cancer, par exemple, de l'ovaire. D'accord? Voilà. Maintenant, comme on a dit, les tests de dépistage chez les patientes à haut risque, par exemple, avec une mutation BRCA, BRCA2, on peut faire chez elle, par exemple, chez un médecin traitant, ça, on parle de dépistage individuel. D'accord? Mais le cancer du sein et le cancer donc, du côlon, il y a le dépistage national. D'accord? C'est-à-dire, on fait comme le mois d'octobre, c'est pas le mois de dépistage, c'est le mois de sensibilisation. Voilà, c'est tout au long de l'année que le dépistage il se fait. D'accord? Voilà. Alors, la prévention maintenant tertiaire. Juste un mot sur la prévention tertiaire. On a dit, oui, vous aviez une question. D'accord. Donc, on a dit 3 niveaux de prévention. La prévention primaire, on a agi en amont de la maladie. D'accord? Avant même la survenue de la maladie, en essayant de soustraire les facteurs de risque. La prévention secondaire, c'est le dépistage à un stade précoce. La prévention tertiaire, c'est-à-dire, traitement. Voilà. C'est-à-dire que la maladie, elle est là. La patiente elle a déjà reçu son traitement, mais je vais prévenir les séquelles thérapeutiques. Donc, je vais essayer donc, de réduire et de limiter les séquelles thérapeutiques engendrées par la pathologie. D'accord? Bien le traitement de la pathologie. Là, on parle donc d'une prévention tertiaire. Donc, ça vient en aval. D'accord? Exactement. Pour améliorer la qualité de vie des patients. D'accord? Voilà. Et faciliter la réinsertion professionnelle. Donc, quand on améliore la qualité de vie, c'est très bien. Donc, en conclusion, on peut dire que c'est une maladie qui est fréquente. C'est la principale cause de mortalité et de morbidité, d'où l'intérêt d'un diagnostic précoce afin de les traiter à un stade plus précoce. Donc, le diagnostic précoce, généralement, c'est le dépistage pour améliorer la survie globale des patients. D'accord? Voilà, et à l'avenir, donc, il y aura une amélioration des campagnes de dépistage et développement de politiques de prévention, surtout la prévention primaire, d'accord? Parce que si on n'agit pas sur la prévention primaire, c'est-à-dire, ça ne va pas s'arrêter, d'accord? Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Tout est clair?